Salut à toutes, salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau PL Club au lendemain de la rencontre la plus importante de la saison qui opposait mercredi soir à l'Etihad Stadium, Manchester City et Arsenal. C'était en quelque sorte la grande finale de la première Ligue des Champions, un match en tout cas qui devait nous donner la direction pour cette fin de saison dans la course au titre. Un match dont on va reparler d'ici quelques instants avec Philippe. Bonjour Serge. Bonjour Philippe. Et avec Christian qui se trouve dans sa data room et qui va nous abreuver de ces informations tout au long de l'émission et notamment sur Arsenal et Manchester City. Salut Christian. Bonsoir messieurs. Alors, je vous propose de replonger tout de suite dans les meilleurs moments de cette rencontre. On rappelle quand même le contexte. Avant ce match, Arsenal avait 5 points d'avance, mais 2 matchs de plus que Manchester City. Arsenal qui avait perdu des points sur les dernières rencontres, 3 partages d'affilée, alors que City avait gagné ses 6 derniers matchs. Et on va dire que le suspense a duré quoi, Philippe? 6 minutes, premier but marqué par Kevin De Bruyne, superbe but. Mais déjà avant, il y avait eu une possibilité de penalty qui a fort énervé d'ailleurs Guardiola. On a senti tout de suite que City allait poser de très très gros problèmes à la défense d'Arsenal. Et il a fallu effectivement 6 minutes pour que le but soit au fond. Mais il y avait des adaptations choisies par Guardiola qui ont complètement déstabilisé. Et là, ici, on va voir une faute qui est peut-être légère, mais qui est réelle. Et un Guardiola quand même qui était très très excité dans cette rencontre. Alors, j'avais vu en interview chez des concurrents à nous, des confrères sur BT, il était très calme en fait, très, très posé, assis, tranquille. Et pendant le match, c'était pas comme ça. City qui a fait quasiment ce qu'il voulait au cours des 45 premières minutes. Dans un autre dispositif, on était passé à une défense à 4, donc Guardiola avait trouvé la bonne formule, défense à 4, et avec un De Bruyne qui était très proche d'Haaland. On a vu qu'Haaland a donné un assist à De Bruyne pour le premier but. On les a retrouvés à 2 pendant toute la rencontre et ils ont fait très très mal. Mais pendant toute la première mi-temps, on voit aussi les occasions gâchées. D'ailleurs, avec Fred, vous l'avez dit à un moment, vous commentiez le match, est-ce qu'ils ne vont pas finir par le regretter de manquer toutes ces occasions? On se disait, mais ça ne veut pas le deuxième, ça ne tombe pas, alors qu'ils dominaient largement la rencontre. Bon, il y a quand même Ramsdale qui a fait un gros match aussi, il s'est rattrapé de sa boulette contre Southampton. Mais voilà, Haaland ne trouvait pas le chemin des buts, donc on a pu se dire à un moment, peut-être que ça va être plus compliqué. Puis bon, De Bruyne, c'était son match. Le deuxième but, il est tombé juste dans les arrêts de jeu. Alors il y a eu doute pour ce but de Stones, il a fallu attendre la décision du VAR. On aurait pu l'annuler, je pense aussi, parce que sur un des ralentis, on a vraiment l'impression qu'il est hors jeu, mais finalement, ça récompense une très bonne première mi-temps de City. 2-0 à la mi-temps, on avait quand même l'impression que ce match était plié, sauf si Arsenal pouvait réagir en deuxième mi-temps. Ça n'a pas été le cas parce que très rapidement, De Bruyne a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets. Oui, en première mi-temps, c'est un tir non cadré de Partey pour Arsenal. Ils n'ont absolument rien produit, donc il n'y a vraiment rien à dire. C'est l'équipe qui était la meilleure sur le terrain et qui finit le mieux la saison. Encore une fois, Frédéric Oissège l'a dit plusieurs fois, c'est leur grande qualité aussi, c'est de terminer très très bien ces mois d'avril et mai, quand il faut être bon. Et puis on a vu une première, les cheveux d'Erwin Haaland au vent. Viking. Et il n'a pas enlevé son chouchou, je ne sais pas s'il porte pour tenir ses cheveux, il a marqué son 33e but pour le record. Oui, record battu puisqu'il dépasse, il avait évidemment égaler le record de Mo Salah, 32 buts dans une saison, dans un championnat à 20 clubs. Le record absolu, c'est 34 buts en Première Ligue, mais dans une saison à 22 clubs. Qu'il battra de toute manière. Qu'il battra sans doute d'ici à la fin de la saison, parce qu'on le rappelle, il reste encore 7 matchs à jouer à Manchester City. 4 buts à 1, score final. Et une nouvelle fois, le maître est resté le maître et l'élève est resté à sa place, puisqu'Arteta, on le sait, a longtemps travaillé sous les ordres de Pep Guardiola. Mais dans ce match, la supériorité de Manchester City était insolente du début à la fin. On ne devient pas une équipe de Guardiola en une saison. Alors il a fait les modifications qu'il fallait, je pense, Arteta. Il a fait une saison, son équipe a fait une saison extraordinaire. Des gens comme De Sailly le disaient en avant-match, Keown aussi, Martin Keown, l'ancien défenseur. Il faut un peu attendre. Et puis, c'est une équipe très jeune. Et ce qu'ils n'ont pas su faire, c'est tuer le championnat. Ils ont eu l'occasion de le faire parce qu'ils arrivent à ce match en ne perdant pas les 6 points qu'ils ont perdus lors des 3 dernières journées. C'est complètement différent. Ils peuvent même le perdre. Et ils auraient pu avoir cette possibilité d'être champions en perdant 2 fois contre Manchester City en championnat parce qu'ils auraient gardé une avance suffisante pour aller jusqu'au bout.
C'est là qu'ils perdent le match, c'est pas à City. Effectivement. Le paradoxe est que Arsenal reste leader de la compétition avec 2 points d'avance, mais 2 matchs de plus. Évidemment, alors on va demander à Christian son impression sur cette rencontre. Bon, on savait avant le match qu'Arsenal semblait vulnérable avec 3 partages d'affilée et que Manchester City semblait irrésistible et dans un véritable pic de forme. On l'a vu en championnat, on l'a vu en Ligue des Champions aussi. Mais est-ce qu'on pouvait s'attendre à un tel écart entre les deux équipes? Parce que franchement, on avait l'impression d'avoir un combat entre un poids lourd d'un côté et un poids léger de l'autre. Moi, je ne suis pas tout à fait étonné par rapport au résultat final parce qu'on l'avait évoqué dans l'émission précédente que je crois qu'aujourd'hui, Arteta est à un niveau de sa carrière où il a mis quelque chose en place et il n'est absolument pas prêt pour pouvoir changer son modèle de jeu. Donc, il a un plan A et on le verra plus tard dans la préparation du match de mardi contre Chelsea. Il a cette capacité à venir, d'ailleurs le but a été marqué comme ça, avec ce jeu dominant placé, et il veut absolument être constant dans ce domaine et dans cette aptitude qui marche vraiment très bien. Par contre, aujourd'hui, Guardiola, c'est ce qu'il a fait en fait il y a quelques années. Mais depuis 2-3 saisons maintenant, il n'hésite pas à se mettre en mode attente et de profiter de ces reconversions rapides. Sachant surtout qu'une équipe comme celle d'Arsenal avec Arteta ne changera pas son système de jeu, il savait qu'il allait avoir des opportunités puisqu'il a quand même marqué 3 des 4 buts sur des reconversions rapides ou sur un jeu direct. Et l'autre est quand même sur une phase arrêtée. Donc, ce sont tous des domaines où Arsenal est friable et il a profité de cette manière-là de jouer. On a vu aussi souvent cette manière de Kevin De Bruyne de venir de cette deuxième ligne avec Alan qui était d'abord en relais appui avant de pouvoir partir. Et on a surtout vu quelque chose d'important, c'est qu'on a souvent démontré et par des infographies que Kevin De Bruyne se déportait sur les flancs pour donner des assists en zone optimale. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Il n'a fait que de la pénétration axiale. Donc, c'est bien la preuve qu'il y avait un plan A de la part de Manchester City qui était une volonté d'utiliser ces reconversions rapides et ces points d'inflexion. Oui, c'est Pep Guardiola qui a écrit le scénario. D'ailleurs, les joueurs de City l'ont confirmé après. On s'attendait à avoir un pressing haut, quasiment un marquage homme contre homme. Donc, on a joué les longs ballons vers Haaland et on savait qu'avec De Bruyne, il pouvait faire la différence devant. C'est exactement ce qu'il s'est passé. On rappelle aussi donc que Guardiola a préféré une défense à 4 pour bloquer les flancs aussi. Martinelli d'un côté, Saka de l'autre. En effet, puisque à 3, il faut partager la largeur en 3 pour pouvoir défendre chacun dans sa zone. Quand on est à 4, on réduit les distances. On sait que Saka, d'un côté, Martinelli de l'autre, ils aiment bien rentrer dans ces fameux half space, donc dans ces zones optimales pour pouvoir libérer les joueurs sur le côté et pouvoir donner ces centres qui sont des centres en fait souvent décisifs. Et là, en fait, il devait se placer en fait entre 4 joueurs à la place de 3 joueurs. Et donc, c'était quelque chose qui était beaucoup plus compliqué pour eux. City a dominé la rencontre. Il y a un duo qui a vraiment éclaboussé la rencontre de son talent, de son génie. C'est le duo De Bruyne-Haaland. Et on a un petit peu inversé les rôles cette fois-ci, Christian, parce que c'est Haaland qui est venu le passeur et De Bruyne le buteur, en tout cas sur 2 des 4 buts inscrits. Oui, mais c'était vraiment l'intention, puisque quand sur le premier but, il y a le pressing de la part de l'équipe d'Arsenal, il y a un long ballon, je l'ai un peu notifié comme étant une sorte de kick and rush, un premier ballon vers l'avant. Lui, il est en pivot et il est le premier à recevoir le ballon. Il y a une magnifique protection. Et puis, on voit vraiment que De Bruyne vient de la deuxième ligne et peut accélérer en passant par l'axe. Donc voilà, ils ont inversé les rôles, mais ils sont toujours aussi compétents. On le voit sur le tableau ici, avec 33 buts marqués et 16 passes décisives. On voit de nouveau cette courbe qui tend vers le haut, match après match, journée après journée. Et donc voilà, ils nous régalent. Ils sont déjà quand même à 10, ils ont quand même 10 buts communs cette saison. Donc ils sont les meilleurs. Ils ont déjà dépassé largement ce que Kane et Son avaient fait la saison passée. Voilà, c'est une magnifique trouvaille et c'est une magnifique complicité. En tout cas, c'est la 12e victoire consécutive de Manchester City face à Arsenal en Première Ligue, doublée cette saison sur un goal average de donc 7-2. Voilà, on a bien compris que City était supérieur malgré la super saison d'Arsenal. Et même si Arsenal est toujours en tête, on voit mal comment Manchester City pourrait laisser échapper un 3e titre consécutif. De toute façon, ils n'ont plus le choix d'être parfaits jusqu'à la fin de la saison, Arsenal. Est-ce qu'ils peuvent encore le faire, c'est la question, parce qu'on a déjà vu dans les 3 matchs précédents que c'était extrêmement compliqué. Oui, il y a un coup de fatigue, visiblement, chez les Gunners. Il y a un coup de fatigue, et ça, c'est quelque chose... Il y a une pression nerveuse aussi, parce qu'avoir Manchester City dans le rétroviseur, c'est pas facile. Il faut revenir sur le fait de la moyenne d'âge de cette équipe, qui est la plus basse du 11 de base. Oui, c'est les équipes un petit peu au-dessus de 24 ans, voilà. C'est la plus jeune équipe. Ils n'ont pas encore appris à tuer les matchs, c'est encore une fois
pas de ça y est, je veux toujours dire, Vieira qui le disait en avant-match, il faut apprendre pour être champion à pouvoir tuer certains matchs où on n'est pas très bon, mais on doit pouvoir prendre les 3 points. Et c'est là que ça fait la différence. Et ça, ils ne le font pas encore. Ils l'ont montré dans les 3 matchs précédents. Et l'autre aspect qui m'a fort frappé, alors j'ai parlé d'un Belge, de Trossard, qui monte hier, qui donne un assist. Il a donné 8 maintenant. 8 assists sous le maillot d'Arsenal. Depuis qu'il est là, ils ont joué 3 fois contre City. Ils ont perdu 3 fois. Il n'a été qu'une fois titulaire, c'était en coupe, où ils ont fait le meilleur match, ils ont perdu 1-0, il avait fait un bon match, mais c'était sa première titularisation. Oui, c'était à City. Puis il est titulaire 7 fois d'affilée, il gagne les 7 matchs. Maintenant, il n'est pas titulaire 4 fois d'affilée, il ne gagne pas une seule fois. Oui. Est-ce que c'est une explication ? Ce n'est sûrement pas la seule. Une des explications. Il y a l'absence aussi de Saliba qui pèse lourd en défense. Voilà. J'ai l'impression qu'Arteta a absolument voulu réintégrer Gabriel Jesus dans son 11 de base très vite, dans la perspective du match à City, pour avoir ces 3 attaquants et produire le jeu, comme le dit Christian, toujours le même, celui qu'il a fait pendant toute la saison, même si Jesus n'était pas là. Mais il s'est enlevé une possibilité, un joker qui avait quand même fait beaucoup de choses parce qu'il avait peut-être une liberté plus grande de jouer comme il le voulait, et ça a été efficace. Peut-être que si Trossard joue dans ces 4 matchs plus tôt, c'est peut-être pas tout à fait le même discours qu'on tient aujourd'hui. Manchester City a montré quelle était la meilleure équipe, mais on l'a dit, Arsenal reste leader. On va jeter un coup d'œil au calendrier. Il reste 5 rencontres pour Arsenal, 7 rencontres pour Fulham. Ça peut déjà se jouer la semaine prochaine parce que Fulham, et on va parler dans quelques instants, c'est dimanche. Mercredi, ce sera à domicile face à West Ham. Et puis le samedi d'après, ce sera à domicile face à Leeds avant d'affronter le Real Madrid en Ligue des Champions. Ça fait beaucoup de matchs sur une période très courte. Oui, mais Fulham, c'est un match piège. Parce que ça vient juste après ce match à haute tension où tout le monde était ultra préparé à City à l'aborder. Alors je pense qu'ils sont capables, ils ont l'expérience pour le faire. Mais Fulham, c'est une équipe joueuse. Et dans un match de foot, on ne sait jamais. Si jamais ils arrivent à perdre ce match-là, là, ça relance un peu les choses. Oui. Il y a peu de chances que ça arrive. Bon, ceci dit, City n'a pas dépensé énormément d'énergie pour venir à bout d'Arsenal parce qu'ils ont vraiment dirigé le rythme, contrôlé le rythme du début à la fin. Il y a l'aspect psychologique. Ils ont gagné ce match, ils ont dominé, la fatigue nerveuse, et après, ils ont une double confrontation contre le Real Madrid. Donc, le danger, c'est de ne pas prendre ce match-là au sérieux. Je suis sûr que Guardiola va leur dire tous les jours, prenez ce match au sérieux. Mais quand même, il faut voir qui va aligner. Il va faire tourner, à mon avis, son équipe de nouveau. Il va reprendre peut-être ceux qui ont joué en Coupe d'Angleterre contre Sheffield et préserver De Bruyne, Haaland. Voilà. Bon, on va parler de cette course au titre et parler de cette rencontre donc de Manchester City en déplacement à Fulham. Rencontre programmée dimanche à 15h, coup d'envoi. Fulham est actuellement 10e avec 45 points. Manchester City est 2e donc avec 73 points. On va commencer par les Londoniens. Fulham, 10e actuellement. Bon, c'est une équipe qui, ces dernières saisons, a fait le yo-yo. C'était une montée, une descente. Ça a duré pendant plusieurs saisons. Là, en tout cas, ils ne sont plus concernés ni par le maintien, ni par une qualification européenne. Voilà, c'est une équipe un petit peu en roue libre en cette fin de saison, mais qui a quand même montré des choses intéressantes. Et franchement, être sauvé à quelques journées de la fin, c'est même, on va dire, très positif pour cette équipe de Fulham qui était placée parmi les candidats à la relégation. Moi, je crois qu'ils font la saison parfaite. Ils ont montré très vite que, ce que je dis chaque fois, quand on monte et qu'on garde le même système de jeu, on a plus de chances d'être productif et de réaliser des bonnes choses. Ils ont bien transféré, mais ils n'ont pas transféré trop. Ils ont très vite montré qu'ils n'étaient pas candidats à la descente. Très vite. On a même pensé longtemps qu'ils étaient candidats à l'Europe. Ça, c'était un piège dans lequel ils ne sont pas tombés non plus. Alors peut-être que la suspension de Mitrovic, ça les a aidés à ne pas aller se qualifier pour une Coupe européenne, parce que l'année prochaine, ça va être plus compliqué. Et si on joue en plus la Coupe d'Europe, à mon avis, ce n'est pas une bonne chose. Les deux en même temps, ils ont assuré vraiment leur pérennité en Première Ligue en jouant comme ça. Il y a une structure dans le club, il y a un entraîneur qui fait de bons boulots, il y a des bons joueurs. Pour moi, c'est la saison parfaite. Oui, Fulham, donc, qui n'a plus grand-chose à perdre ou à gagner, mais qui va jouer un rôle dans la course au titre, une espèce de rôle d'arbitre. Il reste sur 2 victoires, 1 défaite. Ils ont perdu il y a quelques jours, c'était mardi, du côté d'Aston Villa, qui était en super forme. Par contre, Christian, si on regarde le parcours cette saison, qui est très positif, vraiment, il y a quand même une lacune, c'est les résultats face au top 6, où là, Fulham a été souvent trop court. Oui, je confirme ce que Philippe dit par rapport à la saison. La saison, elle est parfaite, c'est-à-dire il fallait assurer ce maintien et ils l'ont fait très tôt. Ils ont été très impressionnants parce qu'ils n'ont pas utilisé le jeu rapide. Ils sont très mauvais sur dominant rapide et sur reconversion rapide, mais sur phase arrêtée et sur jeu dominant placé et notamment les centres, ils sont très bons. Par contre, ils n'ont rien montré contre les équipes du top 6. Ils ont gagné un match seulement sur les 10 matchs contre les équipes du top 6 et encore, il y a Aston
Villa dedans qui n'était pas dans le top 6 à l'époque et qui était dans l'époque avant Emery. Donc, les résultats là sont pas bons, mais ils ont assuré ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'ils ont gagné dans cette autre ligue, je veux dire cette mini-ligue du bas, où ils étaient une des équipes les plus fortes avec un jeu vraiment chatoyant. Mais j'ai quand même malgré tout quelques inquiétudes pour la suite, parce qu'on va le voir un peu plus tard dans l'analyse. Il y a des choses qui fonctionnaient en 2022 qui ne fonctionnent plus en 2023. Et si ça continue comme ça à être aussi peu efficace, d'ailleurs on le voit maintenant, ils étaient très forts sur phase arrêtée, une des meilleures, mais il n'y en a que 3 en 2023. Ils étaient très forts sur corner, il n'y en a aucun en 2023, et ils se sont très forts de la tête, il n'y en a que 2 en 2023. Ça veut dire que toute leur force qu'ils avaient pour assurer ce maintien en 2022, eh bien, ils ne peuvent pas le reproduire. Et ils n'ont pas de plan B, parce qu'ils n'ont pas le jeu dominant rapide et ils n'ont pas la reconversion rapide. Donc pour moi, ça sera une équipe à suivre la saison prochaine. Et comme dit Philippe, il y aura probablement la Coupe d'Europe peut-être qui viendra se greffer dessus. Ça va être vraiment compliqué pour eux s'ils ne parviennent pas à travailler sur ce plan B et sur cette alternative. Alors, une partie de l'explication, c'est évidemment la suspension de Mitrovic, qui avait bousculé l'arbitre lors d'un match de Cup face à Manchester United. Il a pris 8 matchs de suspension. Il en a déjà raté quelques-uns. Il ne sera évidemment pas là ce week-end. Bon, on a quand même senti que cette équipe était déjà moins performante quand Mitrovic était là. C'est encore plus le cas maintenant que Mitrovic n'est plus là. On va peut-être d'ailleurs revoir les derniers buts de Fulham marqués sur corner, sur phase arrêtée ou de la tête, ici. Bon, c'est une équipe qui n'a plus le numéro 9 maintenant, puisque c'est parfois James, c'est parfois des Cordova-Reid qui jouent en pointe, alors que ce ne sont pas du tout des numéros 9. On peut quand même penser aussi que les autres équipes travaillent un peu. S'ils connaissent les forces de Fulham, chaque fois qu'ils vont jouer contre Fulham, ils sont bons de la tête, ils sont bons sur corner, on va faire attention aux phases arrêtées et on va faire attention au centre. On va mettre en place un dispositif. Et s'il y a une telle différence entre 2022 et 2023, je pense qu'une part de l'explication, c'est le travail des autres. C'est qu'eux, comme dit Christian, ils n'ont pas de plan B. Donc, ils continuent à jouer de la même manière, mais ils ne sont plus aussi efficaces parce que les autres les attendent là où ils sont forts. Ouais. Alors, ceci dit, Craven Cottage reste un stade quand même où il n'est pas facile de se déplacer. Il y a de l'ambiance, un stade à l'ancienne. Ô combien attractif. Oui, et ô combien attractif. Donc, ce sera quand même une chaude réception pour Manchester City, n'est-ce pas, Christian ? Oui, mais attention, je veux quand même montrer un contre-exemple à ce que Philippe explique. C'est que Brentford, ça fait 3 ans qu'ils sont les meilleurs sur phase arrêtée. Et ils continuent semaine après semaine à marquer sur phase arrêtée et à engranger des points en étant bons dans ce domaine-là. Donc évidemment, c'est sûr que quand on est, c'est comme l'appel, puis il y a l'appel contre appel, et puis il y a l'appel contre appel contre appel. Donc à un certain moment, il faut avoir un temps d'avance sur les autres. Fatalement, si on a 3 domaines dans lesquels on est fort, et que si on capitalise que là-dessus, il faut pouvoir anticiper aussi le fait que les autres font un travail pour vous bloquer. Donc, il faut changer les combinaisons travaillées, il faut avoir peut-être quelqu'un qui vient de deuxième ligne. Mais aujourd'hui, malgré la venue de Willian, malgré le fait qu'on avait Mitrovic, les joueurs de tête et les joueurs sur phase arrêtée, c'était Palinha et c'est l'attaquant, comme vous avez cité, Serge, James ou des Cordova-Reid. Performants de la tête. Donc, on ne peut pas regarder ce qui arrive à Southampton, regarder ce qui arrive à Everton. À un certain moment, quand on met tous les œufs dans le même panier et qu'on focalise tous les buts marqués sur un joueur ou 2 joueurs maximum quand ce joueur n'est pas là, après, c'est toute l'équipe qui s'effondre. Donc, il faut trouver des alternatives pour pouvoir parer au travail de l'adversaire. Bon, au match aller, Manchester City s'était quand même imposé difficilement à la 95e minute sur un but de Haaland, mais il y avait eu un carton rouge aussi. Ils avaient terminé à 10. Puisque c'est Cancelo qui avait pris un carton rouge à l'époque. C'était une victoire courte, 2-1 dans des circonstances particulières. C'était début novembre. Là, City maintenant est dans son pic de forme. Mais si City va aller chercher le triplé, Cup, Ligue des Champions, Championnat, il faudra s'imposer à Fulham. Et si on regarde maintenant les derniers résultats, Christian, on l'a dit, c'est un pic de forme avec une moyenne de buts qui a vraiment augmenté de manière spectaculaire maintenant sur la dernière séquence de rencontres de Première Ligue pour Manchester City. Oui, lorsqu'il y avait 23 ou 24 matchs, on avait fait 3 séquences de 8 matchs et on avait vu les moyennes. Là, maintenant, on est à 31 matchs, donc j'ai fait 10, 10 et 11. Et on arrive à 2,5 buts au départ parce qu'ils avaient vraiment cet élan de début de saison. Puis ça a freiné très fort. À un certain moment, ils s'étaient même descendus à 1,4. Mais en fait, sur la moyenne des 10 matchs, donc du 10e au 20e, ils sont à 2. Mais maintenant, regardez, ils sont de nouveau à 3,3 buts par match. Donc, je crois que c'est 34 buts, je crois, en 11 matchs. Donc, c'est extraordinaire. Voilà, cette équipe déroule. Frédéric l'a dit souvent hier soir.
cette équipe qui gère très très bien les fins de saison. Mais ils sont vraiment très efficaces et dans le match d'hier, ils ont encore prouvé que cette moyenne n'est absolument pas usurpée. Mais là, c'est dû aussi à la préparation physique, je pense. Sur une année complète, enfin une saison complète, on ne peut pas être en forme tout le temps. Donc il faut choisir le moment où on est moins en forme. Et systématiquement, City choisissent le milieu de la saison pour terminer en boulet de canon. Et c'est peut-être ça qu'Arsenal n'a pas bien fait non plus dans sa préparation physique. Il y a peut-être du travail à faire encore parce que là, ils sont en train de vivre justement une saison qui ne va pas bien. Une fin de saison plutôt qui ne va pas bien. Allez, on revoit quelques-uns des assists de Kevin De Bruyne pour Erling Haaland. On l'a dit, mercredi soir, ça a été un petit peu le contraire, même si Haaland a finalement marqué, mais c'était sur un assist de Phil Foden. Alors la saison de Kevin De Bruyne, il avait commencé un petit peu sur la pointe des pieds, il semblait un petit peu fatigué, un petit peu usé aussi, parce que le championnat et les saisons sont difficiles. Dans ce moment de méforme un peu générale, où il marque moins de 2 buts par match, il avait pas le sourire. Bon, alors il a un caractère qui fait ça, moi je l'ai souligné plusieurs fois, on a l'impression qu'il n'est pas heureux, qu'il y a quelque chose qui se passe à Guardiola. Hier soir, il avait l'air très heureux, mercredi soir, c'était le cas. C'est pour ça que dans le résumé, j'ai mis l'image où il se lève pour le but d'Haaland, parce que c'est une impression qu'il a donnée. Alors, c'est sûrement aussi quelqu'un qui a d'autres aspects dans sa vie, et peut-être qu'il y a d'autres choses qui se passent qui n'allaient pas bien, mais je pense qu'à ce moment-là, City n'était pas en super forme comme ils le sont maintenant. Et donc voilà, ça se marque, et c'est difficile de ne pas en parler, de là à dire qu'il fait une mauvaise saison, évidemment que non. Alors, je ne sais pas s'il va jouer parce qu'on sait qu'il y a une grosse rotation avec Guardiola. Ouais. Et par exemple, Mahrez, qui avait marqué 3 buts en Cup, n'a même pas commencé le match de mercredi soir. Mais en tout cas, il sera un atout majeur. On rappelle aussi que son record, c'est 20 assists en une saison de Première Ligue. Il est déjà à 16. Donc, il pourrait aussi battre son propre record. Ce serait une saison extraordinaire. Quand même. S'ils font le triplé et que les deux joueurs phares battent les records. Ce serait une saison de Ballon d'Or. Alors peut-être qu'Haaland et De Bruyne vont se le disputer, mais là on serait évidemment sur du très très haut niveau. Voilà pour cette rencontre. Rendez-vous dimanche. Ce sera d'ailleurs dans Goals of the Day. Oui, absolument. Voilà, donc rendez-vous c'est un peu différent. Oui, c'est à 15h. C'est dimanche. On prend l'antenne à 14h45. Et c'est dimanche, effectivement. Voilà. C'est une heure plus tôt. Rendez-vous dimanche. L'autre rencontre qui intéresse la course au titre, même si Arsenal a sans doute été mis KO mercredi soir, c'est mardi. Il faudra attendre jusque mardi pour voir Arsenal-Chelsea. On en parle après ceci. Arsenal est quand même toujours leader. On l'a dit, 75 points, mais 2 matchs de plus que Manchester City. Chelsea, par contre, est 11e avec encore un mauvais résultat. On en parle dans quelques instants. Mais on va revenir sur les Gunners. On a vu encore mercredi soir, il n'y avait pas photo, c'est peut-être pas le match de référence évidemment qu'il faut prendre pour parler de la saison d'Arsenal, mais on a vu les carences. On a répété depuis le début de la saison, Christian, que cette équipe est exceptionnelle, et on utilise le bon mot, exceptionnelle dans une manière d'attaquer, c'est-à-dire dans du jeu dominant placé, mais il n'y a pas vraiment de plan B, vous l'avez dit en parlant de cette rencontre à Manchester City, et on le voit encore ces dernières semaines, il n'y a pas vraiment d'autres alternatives pour Arteta que de s'imposer dans la moitié de terrain adverse et de marquer le plus de buts que l'adversaire. Oui, alors on l'a vu avec le but amené par Trossard. C'était de nouveau très très beau. C'était une combinaison collective en partant d'un flanc, en étant dans ses 20 derniers mètres. Et puis il y a des combinaisons, il y a des relais appui. Et puis après, on rentre dans le jeu avec des enchaînements out vers in et on peut ajuster des magnifiques tirs ou des tirs au cordeau. Mais malheureusement, c'est pas suffisant dans des matchs importants. Ils l'ont déjà eu. On peut voir dans le résultat contre des équipes du top 3 ou du top 4, ils n'ont seulement qu'une victoire. Par contre, quand ils peuvent se déposer et imposer leur jeu, regardez, 47 buts sur jeu dominant placé, c'est vraiment extraordinaire, 11 sur jeu dominant rapide. Mais voilà, ce qui est en rouge, ça reste toutes les semaines et ça n'augmente pas. Ce sont ces buts sur jeu direct, alors que dans le match de mercredi d'hier, Manchester City, eux, ont marqué 3 fois de cette manière pour monter à combien ? À 16 buts sur jeu direct. Regardez, ils sont en tête de ce classement. Derrière, ils sont suivis par les concurrents directs qui sont Manchester United et Newcastle. Ils ont 11 buts sur reconversion rapide et eux, ils restent stagnés à 6. Et je l'ai dit depuis le début, après 10 matchs de championnat cette saison, il n'y a aucune équipe qui a réussi à être champion en marquant aussi peu de buts. Le ratio est aussi peu important sur reconversion rapide et ça ne va pas. On ne peut pas tout le temps imposer exactement ce qu'on veut chez l'adversaire. Regardez, c'est formidable, c'est magnifique tous ces buts-là. C'est vraiment des cas d'école, c'est académique, c'est beau, c'est 7-8 joueurs dans le rectangle, c'est des 1-2, ce sont des frappes enroulées, c'est des frappes croisées, c'est des ballons au cordeau. Donc c'est vraiment... ça c'est le côté entertainment, le beau jeu, les gens ont le plaisir de les voir.
Mais la compétition, et je le dis toujours, la compétition, l'unité de mesure, c'est le but marqué de plus que son adversaire. Il n'y a que comme ça qu'on gagne des titres, c'est en marquant un but. Ce n'est pas en marquant les plus beaux buts, c'est en marquant un but de plus. Et là, mais pour le moment, ils sont dans une période où ils ne savent pas marquer ce but de plus, et donc il faudrait des reconversions rapides ou une phase arrêtée pour les aider, et ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire aussi que la marge de progrès et d'amélioration Oui. est grande. Ce qui n'est probablement pas le cas de City, qui a toujours une marge de progrès, mais pas aussi importante. Alors Arsenal, s'il travaille cet été sur ces aspects-là, et qui garde cette capacité à marquer autant sur jeu dominant placé, là, ils vont être quand même très très compliqués à jouer. Oui, il y a l'aspect offensif où il faut justement trouver des alternatives, mais aussi l'aspect défensif. Là, ils viennent de prendre combien 14 buts en l'espace de 4 matchs. Et encore, c'était face à Southampton, ils en prennent 3. Southampton est quand même dernier. Donc il y a ce problème-là aussi. Il y a l'absence de Saliba, mais ça ne peut pas tout expliquer parce qu'on défend collectivement. Un joueur ne peut pas faire la différence s'il est là ou s'il n'est pas là. Donc il y a peu de clean sheet cette saison. Alors il y a vraiment ce côté spectacle dont parle Christian, mais il y a aussi une certaine rigueur qu'il faudra aller chercher pour justement passer le dernier palier. Parce qu'il y a des erreurs, il y a des maladresses. Tout le monde en commet au cours d'une saison. Maintenant, ils les commettent dans une période en première partie de saison, ça se voyait pas trop. Oui. Mais là, voilà, parce qu'il y avait c'est à chaque fois, ça les met en difficulté. À reprendre ils ont, contre Bournemouth, ils prennent un but après 20 secondes. Oui. Ils arrivent à gagner 3-2 dans les enjeux. Contre Southampton, je crois que c'est 9 secondes face à Bournemouth et après 20 et quelques secondes. Et à Aston Villa, ils sont menés 2-0 à la mi-temps, 2-0 à la mi-temps. Ils gagnent 4-2 avec Jorginho et je ne sais plus qui, Martinelli, qui marque dans les arrêts de jeu. Donc ils avaient cette capacité, mais à un moment, ça craque, ça ne va plus. Et ils ne l'ont pas fait contre West Ham, ils ne l'ont pas fait contre Southampton, ils ne l'ont pas fait contre Liverpool, où ils auraient pu même être battus. Oui, effectivement. Bon, ça fait 4 matchs sans gagner pour les Gunners. La Ligue des Champions est déjà assurée, mais il y a encore 5 matchs à jouer. Et il faut encore y croire, parce que jusqu'à preuve du contraire, ils sont toujours devant. Il faut prendre 15 points. Il faut prendre 15 points de toute façon et voir évidemment ce que fait Manchester City à côté. Alors ce match, mardi soir, un horaire un petit peu particulier pour cette 34e journée face à Chelsea. Si Arsenal ne va pas bien, que dire de Chelsea ? Encore battu. 5 défaites de suite soir. Depuis que Lampard est arrivé. Alors Ligue des Champions, championnat, c'est 5 défaites de suite et un seul but marqué 9 en 5 matchs. Ça va de pire en pire pour cette équipe de Chelsea. Heureusement que Potter a pris quelques points parce que sinon il serait encore en lutte pour le maintien. Absolument, ils sont à égalité avec Crystal Palace qui a un peu sauvé, mais enfin c'est parce qu'on est à la fin de la saison. Et la seule chose que Christian a soulevé pendant toute la saison, c'est que ce que Potter avait réussi à mettre en place, c'était la défense. Ça fonctionne, même ça fonctionne plus maintenant. Et quand vous voyez le deuxième but, on va aller voir, je pense, les buts, la perte de balle de Modric sur le flanc, deuxième but, il fait aucun travail. Enfin, déjà son choix de dribbler, il a 2 adversaires face à lui, il peut pas. On va le voir d'ici quelques instants. On va peut-être voir avec Christian les derniers résultats, parce que Christian utilise un mot, c'est le marasme actuellement à Chelsea. Christian, c'est le mot à utiliser, marasme. Oui, je crois qu'ils doivent essayer de sortir d'abord de ça avant de pouvoir revendiquer quoi que ce soit. Je pense qu'offensivement, ils ne sont pas bons. Mais défensivement, il faut pouvoir tenir le cap. Et ils l'ont fait un peu avec Potter, qui était quand même dans les meilleures défenses du championnat quand il était là. Mais regardez l'infographie, je veux dire, il n'y a pas une once de vert pour pouvoir un peu égayer cette infographie. Au contraire, ça devient de plus en plus gris, de plus en plus vert foncé et de plus en plus rouge. Et donc, Lampard, il y avait quand même beaucoup sur les réseaux sociaux, il montrait quand même les dernières performances de Lampard avec Everton. C'était des séries incroyables. Et voilà, il continue cette série et il ne parvient pas absolument psychologiquement et techniquement et tactiquement à pouvoir renverser la vapeur. Donc voilà, moi je ne sais pas quoi dire sur eux en termes de jeu ou en termes de modèle de jeu, puisque en fait, il n'y a rien en fait. C'est très, très. Pendant tout un temps, ça a été boring Chelsea, mais parce qu'il n'y avait pas d'apport offensif, mais ils gagnaient avec Mourinho. Et puis, mais maintenant, c'est vraiment boring dans tous les sens. Ils marquent contre leur camp, ils encaissent sur pas arrêté contre une des équipes qui, ça fait 3 ans, qui marque que des buts sur phase arrêtée. Ils parviennent encore à prendre un but sur phase arrêtée. Il y a quand même quelque chose qui fonctionne. Enfin, voilà, je ne sais même pas ce qui fonctionne pas en fait. C'est tellement, voilà, regardez les transitions. Il y a 2 joueurs qui reviennent de loin. Il prend encore tout son temps avant de pouvoir rentrer et il a juste encore un tir en faisant un enchaînement out vers in. Voilà, cette équipe touche le fond. Alors 2 annonces, est-ce que ce sont des mauvais nouvelles ou pas cette semaine?
C'est l'arrivée plus que probable de Pochettino comme nouveau coach la saison prochaine. Et ce serait le retour de Lukaku si Pochettino vient, parce qu'il le mettrait dans ses... Enfin, il appartient toujours à Chelsea, on sait qu'il va revenir, et il le mettrait dans ses objectifs pour la saison prochaine. Beaucoup de spéculations, mais c'est vrai que selon les médias anglais, Pochettino devrait signer déjà en cette fin de semaine, pas pour reprendre l'équipe, seulement la saison prochaine. Je prends mes informations que sur la BBC. Voilà, vous avez bien raison. Ce sera quand même Lampard qui terminera la saison. Bon, de toute façon, ils sont dans le ventre mou du classement. Ils ne sont pas menacés par la relégation. Mais il n'y aura pas de Coupe d'Europe non plus la saison prochaine pour Chelsea. Il y a une grosse reconstruction à faire. Alors, je sais que les supporters de Chelsea n'aiment pas trop qu'on répète toujours la même chose. Mais 600 millions d'euros aussi de dépenser. Il n'y a pas un joueur qui est capable de marquer dans cette équipe, Christian. C'est quand même extraordinaire. Oui, je sais pas. En fait, le problème, c'est que ils ont fait le choix il y a 2 saisons de ne pas utiliser de numéro 9, donc ça venait de partout, comme le faisait Manchester City. Manchester City, ils ont évolué, ils ont fait venir un 9 qui est performant, et eux maintenant, ils sont restés à ce système-là, mais ils ont eu beaucoup de blessés, ils ont eu Chilwell qui était blessé, il y avait Reece James qui était blessé aussi, donc il n'y avait pas ces apports par les flancs, et en fait, on a l'impression que tout reposait sur Kai Havertz et Mason Mount. Et voilà, malgré les joueurs, ils ont été chercher des joueurs, mais est-ce qu'ils ont été chercher des joueurs avec des contrats de 6, 7, 8 ans pour pouvoir être prêts dans 2 ans ou dans 3 ans? Mais actuellement, ils n'ont pas apporté un plus qui permet de pouvoir avoir quelque chose de significatif qui fait que cette équipe va mieux. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas d'explication supplémentaire là-dessus. Je trouve qu'on est vraiment on est au fond du fond. Ouais. Il faut voir aussi qui va partir. On parle de Mount déjà. Il y a un noyau de 30 à 35 joueurs à l'entraînement. Il ne faut pas commencer une saison avec autant de joueurs. Donc il y a des joueurs de grande valeur qui vont être sur le marché. Ça, c'est intéressant, surtout pour les autres clubs. Il y a des clubs qui vont en profiter parce qu'ils savent que Chelsea doit s'en débarrasser. Ils vont les avoir à un bon prix en plus. Les soldes seront bientôt ouvertes du côté de Stamford Bridge. C'est catastrophique à ce niveau-là. Comme gestion professionnelle, c'est dramatique. Une vraie spirale négative pour Chelsea. Et bon, après, ils peuvent toujours se relever et révéler peut-être dans un match. Est-ce que ce sera à l'Emirates ce mardi? Ce sera sûr, évidemment. Ça reste un derby, pas comme les autres. Oui, ça reste un classique du championnat anglais, évidemment. Voilà donc pour ces 2 rencontres qu'on suivra avec beaucoup d'intérêt, mais ce ne seront pas les seuls. Voici le programme des prochains jours. Ça commencera donc samedi, 13h25, avec un derby londonien, un des derniers de la saison, évidemment. Oui, et puis on aura Brighton qui a été battu quand même hier par Wolverhampton, pardon, Nottingham Forest. Qui a eu du mal à se remettre un petit peu de sa déception, battu au tir au but par Manchester United en demi-finale. Ils ont dominé le match, ils ont le plus grand nombre d'occasions. C'est De Gea qui sauve Manchester. Et puis au tir au but, ils sont éliminés. Ok. Goals of the Day, dimanche. Attention, dimanche à 14h45, horaire différent. Oui, on aura Manchester United face à Aston Villa, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Et puis on aura aussi Fulham, Manchester City, bien sûr. Liverpool face à Tottenham, c'est dimanche à 17h25. Et on aura du football anglais quasiment tous les jours la semaine prochaine. Lundi, Leicester Everton, mardi, Arsenal qui joue aussi encore ce soir face à Manchester United. Pour ceux qui regardent la première diffusion ce jeudi, ce soir, 21h15. Un coup d'envoi un petit peu décalé aussi. Et Leicester, Everton. Tottenham, Manchester United. Ça, c'est un match vraiment crucial pour les 2 équipes parce que Leicester n'a pris qu'1 point lors de cette journée Missman. Oui. Ils sont nouveau dans la zone de relégable parce que Nottingham Forest a gagné. Everton et attention, aussi. Everton joue encore le jeudi soir aussi. Et celui qui perd dans ce match-là. Suspense en tout cas pour le maintien, on aura l'occasion sans doute d'en reparler dans un autre PL Club. N'oubliez pas de nous suivre sur les différents médias sociaux de Vous Sport, que voici, que voilà. On va se quitter ici, mais on se donne déjà rendez-vous. Donc ce soir, attention, déjà du football, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. C'est parti pour une semaine d'enfer encore avec la Première Ligue. Merci Philippe. Avec plaisir. Merci Christian. Merci Serge. Et rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau PL Club. Bye bye. Ouattara! Sinistera! Haaland! Oh, it's another classic! Harry Wilson. It's Watkins. What a beautiful goal! Here's McTominay. Callum Wilson, absolutely sensational. Carlos Alcaraz with a big, big goal. And here is Jota. It's on, and Tottenham have the lead. It's an absolute stunner. Zaka goes for goal.
Xhaka! Joao Felix squeezes it in.